Chers amis, je vais vous parler de démocratie et liberté, de démocratie contre la liberté. On parle toujours de démocratie, on s'en sert, on met tout à la sauce démocratique, et pourtant, eh bien, ce mot n'évoque pratiquement rien en fait de réalité profonde dans l'âme des hommes. La démocratie agonise. Elle agonise depuis très longtemps. M. Janco a écrit un livre il n'y a pas tellement longtemps intitulé « L'agonie de la vieille ». Eh bien, je me permettrai de commencer cette conférence par un texte de Péguy, que vous ne connaissez sûrement pas, car c'est un livre qu'on a publié il n'y a pas tellement longtemps. Ce sont des inédits de Péguy, sous le titre « Un poète l'a dit ». Et je parie bien que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Péguy avait commencé, vous le savez, par la démocratie et par le socialisme, dont il est bien revenu en avançant vers la santé intellectuelle et morale, bien entendu. Eh bien, ce texte, c'est très amusant dans notre époque, quand on voit certaines orientations de l'Église. Ce texte s'adresse à Marc Sangnier au moment où Marc Sangnier commençait à propager le sillon. Voilà donc un texte de Péguy qui date de 1908. Il est un peu long. Il a le style de Péguy, vous le savez, ce style qui procède par vagues, comme le flux de la mer qui recule et qui avance, qui risque de devenir un peu fastidieux, mais qui tout de même dit ce qu'il veut dire. Dans tous les cas, c'est tout de même abrégé. Péguy écrit donc, en parlant justement de Marc Sangnier, « Ce jeune homme assourdissant, dit-il, est d'autant plus insupportable qu'il est oratoire, et que les lauriers de Jaurès l'empêchent de dormir. D'autant plus insupportable qu'il sévit dans des milieux qui étaient autorisés à nous jouer tous les sales tours, excepté un qui était de nous faire à nous le coup de la démocratie. L'homme du monde qui dépense le plus d'argent à l'affiche dans tous les arrondissements de Paris et dans toutes les localités de France, l'homme du monde qui fut la démagogie la plus basse, la démagogie de l'homme qui appartient censément au parti religieux, comme s'il pouvait y avoir des partis religieux. L'homme dont les placards nous éblouissent le plus les yeux sur les murs, ce jeune monsieur, le citoyen Marc Sangnier, a entrepris, a imaginé cette belle opération de ramasser la démocratie, quand personne à Paris et même à Saint-Mandé n'en voulait plus, quand elle est dépassée depuis 15 ans. On sait que je n'abuse point du verbe dépasser. Mais vraiment, il n'y a peut-être qu'un exemple qu'il n'y ait jamais rien eu en ce monde, aucune idée, aucun fait, aucun espoir qui n'ait été aussi complètement, aussi parfaitement dépassé que ne l'est aujourd'hui la démocratie. Quand il eût été impossible de trouver sur tout le marché de Paris un théoricien, un seul, fût-il vénal, qui à n'importe quel prix eût consenti seulement à paraître faire semblant de la prendre au sérieux, pour la ramasser où elle était, pour la mettre dans sa hotte, c'est très exactement cette heure-là, et cet objet-là que prit, c'est cette vieille défroque, c'est cette vieille fripouille de dépouille que ramassa notre apprenti, cette vieille carcasse inutile, universellement abandonnée, pour la coller dans les jambes osseuses, dans les tibias, dans les tremblantes jambes, sur le maigre dos décharné d'une église que tout le monde, et surtout l'État, avait commencé à persécuter. Et ce qu'il y a de plus fort de ce gamin, c'est qu'il a été tout étonné quand il a vu que la vieille se regimbait. La vieille se regimbe moins maintenant, mais enfin, passons. Ça pourrait être écrit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce qui montre que les agonies sont durables. Eh bien, vous le savez, et c'est le thème de ma conférence, on associe le mot de démocratie à celui de liberté. Bon, on parle en particulier des libertés démocratiques, sans trop savoir ce qu'on veut dire. On oppose démocratie à dictature ou à totalitarisme, alors qu'il y a, dans toute démocratie, le germe du totalitarisme, un germe qui rend inévitable le passage à la tyrannie. Je parle bien entendu de la démocratie en tant qu'idéologie abstraite, n'est-ce pas, chargée d'un potentiel informe, une sorte de mélange d'utopie, d'envie et surtout de bourrage de crâne, comme on vous le disait tout à l'heure, et non
de telle ou telle démocratie qui peuvent être, dans tel ou tel pays, l'expression d'une tradition éprouvée, l'expression de mœurs, d'un climat, d'une communauté, n'est-ce pas? En Suisse, par exemple, ou mieux, à la limite, dans certaines communautés religieuses, et qui procèdent par voie d'élection, ce qui n'exclut pas, bien entendu, la discipline et l'obéissance à l'autorité désignée. Car là, dans les sociétés vraiment organiques, la loi du nombre est corrigée par la qualité des électeurs. Là, on consulte des compétences au lieu d'aligner seulement des chiffres. Et ensuite, on s'incline spontanément devant le verdict électoral, qui conteste, ou plutôt qui contestait dans des temps meilleurs qui ont duré près de 2000 ans, la légitimité de l'abbé et de monastère. À la limite qui n'est jamais atteinte ici-bas, on arrive à la communauté idéale, celle dont parlait Bossuet en parlant de la congrégation de l'oratoire, cette société où tout le monde obéit sans que personne commande. C'est l'idéal parce qu'en effet là, il y a vraiment démocratie parce que chacun fait ce qu'il doit faire. À l'opposé d'ailleurs, la pire des sociétés est celle où tout le monde prétend commander sans que personne obéisse, n'est-ce pas bien? Eh bien, ce que s'attaque ici donc, c'est l'idéologie démocratique née en 1789 et incarnée plus ou moins dans nos institutions. Vous me direz que, à travers bien des calamités, bien des traverses, cette démocratie a tout de même tenu. Elle a été éclipsée plusieurs fois par des régimes dictatoriaux, mais elle a été également par la monarchie pendant 33 ans. Mais enfin, elle s'est réincarnée tout de même, elle a tenu. Mais si elle a tenu, précisément, ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de ce qui restait de santé, de qualité, de tradition dans le pays pour corriger les effets néfastes de l'idéologie. C'est justement en vertu de ce qui restait dans le pays, au sens fort, au sens étymologique du mot, de ce qui restait de républicain, c'est-à-dire d'attachement spontané à la chose commune, au bien commun, qui n'est pas autre chose que la synthèse des intérêts particuliers. La monarchie, eh bien, d'autrefois, fut une fédération des républiques, et non pas la république. Là, le mot république est un mot qui gagne à être mis au pluriel, à la différence de beaucoup d'autres mots qui perdent beaucoup en étant mis au pluriel, comme le mot honneur et beaucoup d'autres, n'est-ce pas bien? Mais je vois encore dans des régions comme la nôtre, la démocratie n'a pas exercé de ravage, l'idéologie du nombre n'a pas porté ses fruits vénéneux, parce que pendant très longtemps, eh bien, les députés ont été des gens qui, sans le système électoral, auraient gouverné le pays, c'est-à-dire des notables, des nobles, que sais-je encore, enfin des gens qui étaient incarnés dans une tradition et que la démocratie a élus. C'était le cas de certaines grandes familles de France, ou de moins grandes, mais qui tout de même ont accédé au Parlement par la force même de la tradition, ce qui évidemment corrigeait les effets néfastes de la démocratie. Eh bien, j'essayais de vous dire quelle est la négation de la liberté. Et ce n'est pas difficile à prouver, car à la base de la démocratie, il y a le principe d'égalité. Un principe toujours proclamé, toujours virulent, mais d'ailleurs jamais appliqué dans les faits. C'est un principe antinaturel par essence. C'est une abstraction gonflée de passion. Quand on définit la démocratie comme l'excellent dictionnaire philosophique de Lalande, nous trouvons cette définition en régime politique où le pouvoir appartient à tous sans distinction de naissance, de fortune ni de capacité. Pas encore pour la naissance ou la fortune, mais enfin, la capacité, c'est tout de même un peu fort, n'est-ce pas? Sans distinction de capacité. Alors donc, comment est-ce possible? Tout le problème est là, vous comprenez? Alors, en fait, il est bien certain que personne ne s'incline devant ce principe. C'est un principe absolument antinaturel. Personne ne se croit l'égal de n'importe qui, n'est-ce pas? Bon, je vaux autant que toi, c'est un réflexe spontané à peu près chez tout le monde. Mais il y a un corrélatif. Ce corrélatif, c'est « je ne vaux pas mieux que toi ». Bien, si vous dites ça, eh bien, en faisant allusion au dernier des hommes, personne n'est d'accord.
Et pourtant, le principe d'égalité, eh bien, devrait intervenir dans ce domaine-là. Hein. Ça devrait jouer dans les deux cas, mais ça ne joue pas. C'est un peu comme la discussion, eh bien, d'un vieux pasteur que j'ai connu autrefois au Vigan, qui discutait avec un communiste de l'époque héroïque. Et le communiste lui disait, mais enfin, monsieur le pasteur, eh bien, il est bien certain que l'Évangile a prêché la communauté des biens, n'est-ce pas? Les chrétiens doivent tout partager. Alors le vieux pasteur lui répondit, oui, avec cette petite nuance, eh bien que le chrétien dit, ce qui est à moi est à toi, tandis que le communiste dira, ce qui est à toi est à moi, n'est-ce pas? Ce qui crée évidemment plus qu'une nuance, mais on est toujours dans l'égalité. Mais enfin, voyez-vous, Donoso Cortés, qui est un auteur malheureusement trop ignoré aujourd'hui, disait, c'est un émerveillement pour moi, eh bien, de voir qu'une chose qui n'existe pas, eh bien, est tout de même un nom, car dans la nature, il n'y a pas d'égalité et les hommes ne peuvent pas être égaux. Et Donoso Cortés continuait en disant, eh bien, je connais beaucoup d'hommes qui veulent être plus que les autres. J'en connais quelques-uns, très peu, ceux qui sont humbles, qui veulent être moins, mais je n'en connais point qui veulent être égaux. Ça n'existe pas. En psychologie, on parle du complexe d'infériorité, on parle du complexe de supériorité, mais on n'a jamais entendu parler d'un complexe d'égalité. Oui. Allez. Eh bien, voyez-vous, le langage courant a tout de même une importance. Alors, nous sommes là devant le nombre abstrait, anonyme. Qu'est-ce que ça peut signifier? Victor Hugo, dans un éclair de bon sens, il en a beaucoup plus souvent qu'on ne croit quand il n'est pas emporté par son idéologie démocratique. Eh bien, parlant du peuple, du démos, eh bien, à ce vers admirable, cette moitié de vers plutôt, dans lequel ce démos, anonyme, informe, le chiffre pur, eh bien, se désignant lui-même, dit « Je suis tous l'ennemi de tout ». C'est vraiment extraordinaire. Tous, les grains de sable, tous, le nombre opposé à l'unité. On ne pourrait pas faire de plus belle critique de la démocratie que dans ce vers qui ramasse tout, n'est-ce pas? Eh bien, la loi du nombre, dans la mesure où elle est appliquée, eh bien, elle dissout les communautés naturelles et les autorités naturelles qui en découlent. Automatiquement, c'est ce qui est sorti de la Révolution française. La démonstration historique serait très longue, mais enfin, c'est une évidence que vous trouverez dans tous les ouvrages eh bien, des penseurs sérieux, depuis Joseph de Maistre jusqu'à Maurras, n'est-ce pas? Alors, il résulte de cela, dans la mesure où la loi du nombre est appliquée, il en résulte un grouillement anarchique des appétits individuels d'abord, et comme d'autre part, l'individualisme absolu est impossible ici-bas, il en résulte également la création de groupes artificiels, de fausses communautés, partis politiques, syndicats politisés, je dis bien politisés, je ne dis pas syndicats tout court, groupes de pression de toute espèce, dont chacun est fait de tirer tout à soi sans le moindre souci du bien commun. C'est là le phénomène d'érosion. Bref, il en résulte un chaos de totalitarisme larvé. Je dis bien encore larvé, surtout dans un pays comme le nôtre. Mais, à plus ou moins longue échéance, cela mène tout droit au totalitarisme absolu. Car, voyez-vous, et c'est là le venin du phénomène démocratique, quand on a tranché des liens vitaux, car par la loi du nombre, eh bien, on a supprimé l'enracinement, la propriété, les vraies communautés, l'héritage, les traditions. Bon, quand on a tranché des liens vitaux, il faut les remplacer par des chaînes, d'où automatiquement l'étouffement des libertés. La pulvérisation par le nombre appelle la tyrannie exactement comme le sable appelle la chaux si on veut bâtir une maison. Or, le sable n'a pas d'affinité particulière avec la chaux, sauf pour faire des maisons. Seulement, la démocratie n'est pas une maison, n'est-ce pas? L'idéologie démocratique, donc, est un symptôme d'érosion. Elle désorganise, dans ce sens qu'elle défait la société en tant qu'organisme vivant. Et après quoi, automatiquement, elle réorganise, dans ce sens qu'elle reconstruit artificiellement ce qu'elle a détruit dans l'ordre de la nature. Car c'est, je crois, une loi absolue. Moins il y a d'organicité, plus il faut d'organisation, plus il faut d'administration, plus il faut de paperasse, plus il faut de bureaucratie. Le comte de Saint-Simon, père du socialisme, eh bien, disait au début du siècle dernier, en
faisant éclater par là son idéal démocratique, il faut remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Autrement dit, les hommes sont réduits à l'état de choses. Et en effet, en chiffre, l'état pur n'est pas autre chose qu'une chose. Alors la loi du nombre, ainsi, elle appelle la loi du plus fort. Un brave paysan, un jour, me parlant des bienfaits de l'élection, eh bien, me disait, il vaut mieux se compter que se battre. Ben, à la limite, c'est vrai. Mais le malheur, c'est qu'on se compte. Et puis ensuite, on se bat. Car le verdict du nombre n'a jamais satisfait que ceux qui ont le nombre pour eux. Regardez les partis minoritaires dans n'importe quelle démocratie, au lieu de s'incliner, eh bien, parleront d'une majorité abusée, d'une majorité informe, d'une majorité qui n'a pas atteint la maturité politique, que sais-je encore. Mais enfin, on ne s'inclinera pas. Prenez l'exemple récent du Portugal. Bon, les communistes portugais se sont calmés maintenant, ils jouent le jeu de la démocratie parce qu'ils ne sont pas les plus forts. Mais enfin, tout de même, bon. Eh bien, le chef du Parti communiste portugais écrivait, il y a encore quelques mois, avant le petit coup d'État qui a mis au pouvoir des gens plus modérés, il écrivait, comme on lui fait remarquer que tout de même le parti avait eu 12% de voix au Portugal, ce qui démocratiquement est assez faible et appellerait certains reculs, quoi, bon. Eh bien, il écrit, textuellement, les élections n'ont rien à faire avec la dynamique révolutionnaire. Alors, c'est clair, vous comprenez. Ce qui signifie en clair, c'est que la vraie volonté du peuple n'est pas dans le choix de la majorité, elle est dans l'esprit et dans la volonté des chefs révolutionnaires qui, eux, savent mieux que le peuple ce dont le peuple a besoin, n'est-ce pas? Alors là, c'est connu. C'est un peu comme dans les pouponnières, vous comprenez? Dans les pouponnières, et d'ailleurs à juste titre, c'est une minorité d'adultes qui décide sans appel de la quantité et de la qualité de la nourriture qui convient aux nourrissons. Pas vrai? Bon, eh bien, on en est là, vous comprenez? Alors là, vous me direz, est-ce que nous sommes tellement loin du monde de Napoléon? Du monde de Napoléon qui, lui, au moins, ne prétendait pas être démocrate, oui, du moins quand il était empereur, n'est-ce pas? La démocratie lui avait servi d'échelon. Un jour, on lui parlait des besoins du peuple, il a répondu magnifiquement, les besoins du peuple sont dans le cœur du prince. Mais les princes démocratiques pensent la même chose, seulement ils le disent au nom du peuple, ce qui est un peu différent. Mais que serait une vraie démocratie? Une vraie démocratie, car enfin, le mot pourrait être sauvé d'une certaine manière. Maurras voulait le remplacer par démophilie. Enfin, ne nous disputons pas sur les mots. Une vraie démocratie serait une société où les libertés ne seraient pas seulement inscrites dans les lois, mais exercées spontanément par l'ensemble des citoyens et des groupes, chacun dans sa sphère propre et dans les limites du bien commun, reconnu et respecté comme tel. Ce qui a été, vous comprenez bien, je ne veux pas idéaliser l'ancien régime, il n'y a jamais eu de régime idéal dans le monde. Et Bainville, monarchiste, disait lui-même, tout a toujours très mal marché. C'est la nature humaine, c'est le péché originel. Mais enfin, parmi les choses qui marchent mal, il y en a qui marchent plus ou moins mal, ou bien qui marchent mieux les unes que les autres. Il ne s'agit pas de construire le paradis sur terre. Quand on veut construire le paradis sur terre, on fait ressortir l'enfer. Enfin, il s'agit de régimes meilleurs les uns que les autres. Bien, dans l'ancien régime, on l'a dit et redit, je ne veux pas le répéter, il y avait, Maurras disait que la France était hérissée de liberté, liberté locale, liberté corporative, libertés universitaires, liberté religieuse, ainsi de suite. Là, il y a une vraie démocratie quand le tissu social reste relativement sain et quand l'État, surtout, garant et arbitre des libertés, se borne à intervenir non pas pour suppléer l'activité des citoyens et des groupes, se borne à intervenir pour corriger un commencement de désordre par son arbitrage à la manière de l'hygiéniste plutôt qu'à la manière du chirurgien. Il vaut mieux de l'hygiène avant le couteau, c'est préférable, et même se passer du couteau. Mais quand le tissu organique est rongé trop profondément par le conflit des passions partisanes, par l'indifférence générale au bien public, comme on le voit aujourd'hui, bon, eh bien, ce n'est pas l'appel à l'abstraite, à la fragile loi du nombre qui peut suffire à sauver les libertés, que voulez-vous? Autant consulter les feuilles d'automne sur le destin de l'arbre qui les nourrit plus de sa sève, autant les faire voter.
Ben, nous en sommes là aujourd'hui, ça ne signifiera pas grand-chose. Et l'enseignement de l'histoire, d'ailleurs, ne laisse absolument aucun doute sur ce point. Tous les régimes totalitaires de notre époque se sont emparés du pouvoir sans ou contre le verdict du suffrage universel. Et d'ailleurs, il est tout à fait significatif d'observer le glissement vers la tyrannie qui s'est opéré depuis l'application de l'idéologie démocratique, où le nom de liberté, on en parle beaucoup. En général, quand on parle beaucoup d'une chose, Peggy le disait, quand un mot en T devient à la mode, ou en mot anisme, eh bien c'est la preuve que la réalité que recouvre ce mot est dangereusement malade. L'idéologie démocratique, donc, où le nom de liberté s'inscrit en lettres flamboyantes sur la pierre tombale des vraies libertés ensevelies. C'est une inscription funéraire. Oh, elle est éclatante, oui, c'est certain. Oui. Car enfin, voyez-vous, la démocratie politique, parlons d'elle d'abord, qui est issue de la Révolution de 89, elle a amené quoi? Elle a amené d'abord la conscription obligatoire. Oui. Conscription obligatoire, que voulez-vous? Maintenant, je n'ai rien contre l'armée, vous comprenez. Bon, il n'y a pas l'ombre d'un doute, ce ne serait pas le moment. Et la conscription obligatoire est nécessaire. Bon, maintenant, étant donné les menaces qui pèsent sur tous les États. Mais il fut un temps où elle ne l'était pas. Il fut un temps, sous l'Ancien Régime, où on s'en passait très bien. Eh bien, cette espèce d'esclavage temporaire qu'on impose aux citoyens, maintenant les esclaves se révoltent d'ailleurs, enfin, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Eh bien, n'existait pas, et il a commencé d'exister quand le peuple est devenu roi, car l'armée était chose royale. Mais quand le peuple a été roi, ça a été à lui de rentrer dans l'armée. Et comme dit très bien Céline, c'est une chose extraordinaire qu'on a vue après la Révolution, eh bien qu'on n'avait jamais vu, le soldat gratuit. Ça, c'était réussi, c'était quelque chose. Le soldat qui ne coûtait rien. Et Taine l'analyse très bien dans les origines de la France contemporaine, quand il dit, dès l'instant que nous donnait le bulletin de vote aux citoyens, on lui a confié le gouvernement ou les apparences du gouvernement, et alors, il a fallu qu'il ait en même temps, comme tout bon roi, la corvée de l'armée et la corvée de la guerre. Alors, Taine commente mélancoliquement, il dit, on voit mal, eh bien, comment un droit si creux, le droit d'élection, peut compenser une corvée si pleine, c'est-à-dire le service militaire. En plus, on a eu, avec la destruction des organes et des hiérarchies organiques de l'Ancien Régime, on a eu, et c'est un lieu commun de le dire, mais il faut bien le redire, le règne de l'argent. Il est bien certain que la Révolution française s'est faite contre le roi, elle s'est faite contre le roi et contre le peuple au grand profit des hommes d'argent, n'est-ce pas? Car l'argent, il est abstrait comme le nombre. Il a une très grande parenté, précisément, avec la loi du nombre. Alors on a vu ce phénomène très curieux, après la fin de l'Ancien Régime, l'homme de quantité, si on peut dire, la quantité, le nombre, l'homme de quantité s'est de plus en plus substitué à l'homme de qualité. Vous vous rendez compte, hein? La quantité et la qualité. On ne dit plus un homme de qualité maintenant. Et notez qu'il peut y avoir des hommes de qualité dans tous les milieux, du plus humble ouvrier, du plus humble paysan, à l'homme le plus important. C'est fini maintenant. Il n'y a plus d'hiérarchie verticale, je le dis souvent. On ne dit plus les grands maintenant. C'est fini, on dit les gros. Hein? Vous voyez, il n'y a plus qu'une nuance, n'est-ce pas? C'est latéral. Ça s'étend, n'est-ce pas? C'est le quantum qui domine le qualé. Au sujet de la démocratie politique, de la critique d'un certain capitalisme, eh bien, on pourrait citer Peggy, dans L'argent. On pourrait citer Maurras, eh bien, dans son livre sur l'avenir de l'intelligence, qui arrive à des conclusions absolument pareilles sur ce beau résultat de la Révolution française. Alors, l'esprit d'égalité, donc, amène automatiquement la pire inégalité, la plus inorganique, la plus matérielle, la plus écrasante des inégalités. C'est la démocratie formelle, mystification, qui a été dénoncée simultanément, quoique les deux hommes, eh bien, vincent d'horizons tout à fait différents, et surtout s'orienter vers des horizons encore plus différents, par Marx et par Maurras, n'est-ce pas? Parce qu'on est un professeur de faculté qui donne aux élèves un texte de Marx et un texte de Maurras,
Eh bien, quand il s'agit de dénoncer la démocratie formelle, c'est-à-dire l'immense mystification qu'elle a été, et ma foi, les textes vont tout à fait dans le même sens, n'est-ce pas? Et après, évidemment, sur les moyens de recoudre, eh bien, ce n'est plus la même chose. Mais pour constater le mal, les diagnostics sont les mêmes, et ils sont exacts d'ailleurs. D'où alors, cette démocratie formelle étant une mystification, on a vu naître le socialisme, c'est-à-dire la démocratie économique pour protester contre le règne de l'argent. Nouvelle mystification d'ailleurs, remède cherché dans la généralisation du mal, nouveau pouvoir encore plus astreignant que le pouvoir des riches, plus astreignant que n'importe quel pouvoir entre les mains de l'État, l'État qui a en main toute l'économie, l'État le plus froid de tous les monstres froids, comme disait Nietzsche. Alors on arrive à ce beau résultat qu'au lieu de disséminer la propriété privée, qui si humble soit-elle, est le socle de la liberté, on la concentre entre les mains d'administrateurs et de technocrates qui accomplissent alors à merveille le vœu de Saint-Simon cité plus haut, eh bien remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Ah, la négation de la propriété a des racines presque métaphysiques, vous comprenez. Proudhon, le révolutionnaire Proudhon, celui qui a écrit La propriété, c'est le vol. Mais enfin, il faut s'entendre, n'est-ce pas, là-dessus. Je ne veux pas vous faire un cours sur Proudhon, ça durerait longtemps. Mais c'est le même Proudhon qui écrit que la propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe et qui puisse s'opposer au pouvoir absolu de l'État, vous voyez. Et d'ailleurs, Maurras avait un portrait de Proudhon dans son bureau, je me souviens l'avoir vu à une époque, n'est-ce pas? Bien, alors là, vous avez une aggravation de la tyrannie de l'argent, car l'argent, eh bien, Dieu sait si je n'en suis pas idolâtre, eh bien, l'argent a tout de même une certaine fluidité qui donne davantage à chacun sa chance de l'avoir, tandis que la machinerie administrative ferme toutes les issues vers la liberté. Il est bien certain que le capitalisme, malgré tout cet art, a fait fleurir plus de liberté que le totalitarisme de l'État. Simone Veil, la révolutionnaire, eh bien, arrivait à écrire, ce que les révolutionnaires ont trouvé un peu amer, que le capitalisme, à l'exception de l'oppression de la classe ouvrière, a fait fleurir toutes les libertés. C'est un texte qu'il est bon de rappeler tout de même. Bien. Eh bien, évidemment, il reste encore. Pour combien de temps? Une certaine liberté de pensée et d'expression, mais une liberté rongée graduellement par l'absolutisme idéologique qui découle de la mainmise de l'État sur l'école, sur les moyens de diffusion. C'est très vrai, en démocratie, Maurras a écrit de très belles choses là-dessus. La nouvelle classe dirigeante n'a pas de pire ennemi que l'intelligence et le sens critique, n'est-ce pas, hein? Il ne faut pas réfléchir, si on veut être un bon démocrate. Et il faut imposer des dogmes, eh bien, si l'on veut conserver le pouvoir. Il y a tout de même une orthodoxie qui se dessine. Je lisais dernièrement dans la Pravda, c'est beau les orthodoxies tout de même. Il était dit textuellement, au milieu de mille autres perles, j'isole celle-là, il était dit, sans la méditation des œuvres de Marx et de Lénine, et le recours permanent aux documents du parti, le juste développement du talent est tout simplement impossible. Avouez que c'est quand même beau d'entendre ça. On ne nie pas tout de même, on ne va pas jusqu'à nier que le talent, eh bien, puisse exister en dehors de l'orthodoxie. Mais précisément, il ne se développe pas justement. Il se développe mal. Il pousse de travers, vous comprenez, un peu à la façon d'un membre rachitique. De telle façon qu'évidemment, pour le redresser, quelques camps de travail et quelques asiles psychiatriques ne sont pas tout à fait inutiles. En d'autres termes, on a l'orthopédie au service de l'orthodoxie, n'est-ce pas, pour ne pas forcer les mots. Enfin, tout ça, c'est normal, vous comprenez. L'orthodoxie, c'est quelque chose. La grille qu'on applique à toutes les réalités, c'est là que va la démocratie. Elle va tout droit vers le totalitarisme. Le libéralisme ne peut pas durer longtemps, voyons. C'est un produit bâtard. Je me souviens, mais c'est merveilleux. J'ai eu une discussion un jour avec un membre du comité central du parti, agrégé de philosophie par ailleurs, et d'ailleurs charmant comme homme. Bon, nous discutions. Et ma foi, évidemment, je n'étais pas tout à fait d'accord. Il était d'ailleurs parfaitement gracieux. Mais j'avais l'impression très nette qu'au lieu de m'écouter, au lieu de peser la validité objective de mes arguments, il cherchait la faille de l'intelligence ou du caractère qui me rendait imperméable à l'évidence éclatante du matérialisme dialectique.
Il n'écoutait absolument pas ce que je disais. Et à un certain moment de la discussion, question qui portait sur des grands problèmes, vous comprenez, il me donnait une interprétation, comme il était très littéraire, une interprétation de Sophocle. Eh bien, dans le sens de la lutte des classes, vous comprenez, dans la lutte des classes vue selon l'optique de l'époque. Platon aussi, Descartes aussi, vous comprenez. Je n'étais pas tout à fait d'accord, la lutte des classes. Je lui faisais remarquer humblement que l'esclave Épictète et l'empereur Marc Aurèle, dont le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils n'appartenaient pas tout à fait à des classes voisines, hein, c'est le moins qu'on peut dire. L'un maître du monde, l'autre esclave, avaient des conclusions philosophiques tellement identiques qu'on peut presque intervertir les pensées de l'un et de l'autre, ce qui me semblait dominer un peu la dialectique des classes. Mais enfin, il n'était pas d'accord. Puis brutalement, il m'a demandé, quelle est votre origine sociale? C'est là qu'il fallait en venir, vous comprenez. Et alors, évidemment, je le lui ai dit. Oh, il m'a dit, petit propriétaire terrien, toutes vos résistances s'expliquent. C'est extrêmement amusant, n'est-ce pas? Oui. Alors, voyez-vous, pour reprendre les mots de Peggy de tout à l'heure, cette vieille défroque, cette vieille fripouille, ce corps le plus mort entre tous les morts, il est évident qu'il ne vit plus dans les âmes, c'est trop évident. Mais il reste vivace dans les discours. Tenez, j'en prends un témoin, par exemple, pour situer le problème. Notre président de la République, M. Giscard d'Estaing, dans un discours assez récent, souhaitait officiellement à Bordeaux que l'Espagne s'achemine vers un régime démocratique. Alors, moi je pose la question, je ne parlerai pas de l'Espagne. De quelle démocratie parle-t-il? Comme il est français, je suppose que c'est un régime semblable au nôtre, qu'il propose comme modèle aux dirigeants espagnols. Alors si on part de l'équation démocratie égale liberté, de quelle liberté jouissons? Voyons un peu. Évidemment, les Français sont plus libres que les Espagnols, me dira-t-on, dans ce sens qu'ils jouissent de la liberté de vote, d'association, d'expression. Ils peuvent voter, je le répète, pour le candidat de leur choix. Ils peuvent se constituer en parti politique ou en groupe de pression économique. Ils peuvent même critiquer ou injurier impunément leurs dirigeants. Ça, c'est très vrai. Sommes-nous libres devant les pesanteurs et les tracasseries d'une administration omniprésente qui paralyse les efforts et les initiatives des individus, des entreprises, des familles? Nous le sommes si peu. L'État met tant d'obstacles, en particulier maintenant, au libre exercice des professions, qu'il arrive très souvent qu'il finit par dégoûter les hommes des vraies libertés et à faire qu'on considère comme une libération le fait de renoncer à la liberté. Oui. Je peux vous citer plusieurs cas. Tenez, Saint-Laurent, dernièrement, dans un article, cite un cas assez curieux, le cas d'un plombier qui travaillait chez lui, bon ouvrier, bon compagnon. Et évidemment, ce plombier tardait à venir, ne venait jamais, parce qu'il était bon ouvrier et parce qu'il avait trop de travail et trop de clients. Alors, notre ami Saint-Laurent lui dit, pourquoi ne prenez-vous pas un compagnon? Réponse de l'ouvrier, ah non, merci, je me bats déjà dans une paperasserie impossible. J'y passe toutes mes soirées. On est toujours embêté. Le vocabulaire était encore plus énergique, mais je suis décent, n'est-ce pas? Embêté, soupçonné de frauder. Si je prends un employé, si j'ai un salarié, me voilà patron, avec des paperasseries supplémentaires et des responsabilités de tous les côtés. Non. Je veux travailler seul. Alors Saint-Laurent lui demande, est-ce que votre fils vous succédera? Ah non, il a compris. Il s'est fait fonctionnaire. Comme ça, il est libre. Ah, mais c'est beau, ça, oui. Comme ça, il est libre, oui. Pour être libre, il faut naître plus libre. C'est ça le problème. C'est le mot de Tacite, la servitude dégrade les gens jusqu'au point de s'en faire aimer. Ou bien runt in servitudinem. Il se rue vers la servitude. Mais c'est devenu un mythe, vous comprenez. J'ai vu un jour deux ouvriers marseillais, il y a quelques années, qui pavaient la rue, de bons compagnons, leurs bouteilles à côté d'eux. Il y en avait un qui chantait les beautés du régime soviétique. Ah, alors moi, je leur ai parlé. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous trouvez de merveilleux en Russie? Oh, vous croyez, à tort d'ailleurs, ils allaient me répondre, la liberté, que sais-je, moi? Ah, il m'a dit en Russie, monsieur. Ce qu'il y a de formidable, c'est que là-bas, tout le monde est dans l'administration. Ah, mais c'est beau, maintenant. Ça devient un rêve, ça devient un idéal, vous comprenez. Et ceci est très grave, oui, il faut renoncer à la liberté pour être libre. Et on en arrive presque au texte prophétique de Chateaubriand, car tout a été dit. Chateaubriand qui écrivait en 1840, « Quand on en sera au partage égal de la fortune et de l'intelligence, quand toute grande entreprise aura succombé sous l'abattoir de la raison,
quand la voracité du fisc aura dévoré jusqu'au dernier reste des patrimoines, quand on aura des petits et non des enfants, alors notre félicité n'aura plus de bornes, nous ramperons dans une fange indivise à l'état de reptiles pacifiques. Oh, c'est une très belle vie d'avenir, la fange indivise et les reptiles pacifiques qui grouillent là-dedans, n'est-ce pas? Tout ça a été prévu. Mais enfin, tout de même, liberté, enfin, sommes-nous libres devant une fiscalité dévorante, n'est-ce pas, qui éponge près de la moitié du revenu national et permet à l'État improductif de gaspiller impunément le fruit du travail des citoyens. Enfin, des exemples de ce gaspillage, enfin, je pourrais en citer, mais à quoi ça servirait? Je pourrais en citer depuis les abattoirs de la Villette jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Besançon. Je l'ai déjà fait devant vous, enfin des milliards d'anciens francs engloutis, et peut-être, dans tous les cas, oui, ça dépasse le milliard de nouveaux francs aussi. Mais enfin, mais des petits détails, ce que peut montrer la bureaucratie étouffante, n'est-ce pas, qui est un produit de la démocratie, enfin. Tenez, je connais une personne qui est passée d'une caisse à l'autre, je n'y connais rien dans les questions de sécurité sociale et autres, rigoureusement rien. Ce que je sais, c'est que cette personne avait passé de l'assistance à la retraite, bon. Et ça changeait de caisse, bon. Alors, elle touchait déjà la retraite, mais elle continue à toucher l'assistance. Ce qui lui faisait qu'au lieu de 600 francs par mois, c'était 1200 qu'elle touchait. Au bout de 3 ou 4 mois, moi qui suis un honnête homme, elle m'a consulté, elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je lui ai dit écoutez, moi je le dirai quand même. Bon. Alors elle a téléphoné aux gens qui lui donnaient l'assistance. Il a dit mais je suis à la retraite, depuis j'ai atteint l'âge de la retraite, maintenant je suis à la retraite et voilà, et je touche encore. Je lui ai dit mais comment vous êtes de mauvaise foi, vous auriez dû avertir. Elle a dit de mauvaise foi, enfin vous n'aviez qu'à ne pas me l'envoyer, je vous avertis d'ailleurs, mais j'ai attendu de voir de quoi y retourner tout de même. Alors elle a dit j'offre de rembourser. Finalement ils ont bien été embêtés, et par téléphone. Pour ne pas laisser de traces, ils ont dit, écoutez, il vaut mieux, nous allons vous annuler, mais par pitié, ne remboursez pas, car nous ne saurions jamais comptabiliser cet argent qui est rentré, vous comprenez? Nous serions obligés de dire qu'il a été versé à tort, et s'il y a quelqu'un qui inspecte, on aura des ennuis, tandis que là, enfin avouez, ce n'est pas dans la mesure où c'est multiplié, eh bien c'est tout de même grave, mais enfin, ce sont de tout petits détails. En plus, sommes-nous libres devant une sécurité sociale en porte-à-faux, hein? Oui, je dis bien en porte-à-faux, par son anonymat, précisément, par son caractère général, n'est-ce pas? Au lieu de porter sur des communautés, sur des groupes, sur des milieux sociaux où les hommes peuvent non seulement s'entraider, mais se contrôler les uns les autres, avoir une certaine communauté de destin, enfin, bon, eh bien, qui trop souvent pénalise les travailleurs et encourage les parasites. Bon, est-ce qu'on est libre là-devant? Voyez le gaspillage des remèdes, les soins inutiles, les maladies honteusement exploitées, et puis encore une fois, le tir au flanc favorisé et le travailleur pénalisé. Enfin, tout de même, je vous cite 2 exemples extrêmes, car il y a encore des fonctionnaires honnêtes. J'avais un camarade, hein, l'an dernier, il était venu au village, c'était ses vacances, il travaille à Paris, il repartait mélancoliquement dans la capitale. Alors je lui ai dit, bon, eh bien, on se reverra l'année prochaine. Ah, il m'a dit, j'espère bien revenir dans l'hiver, au moins pour une quinzaine. Alors je lui ai dit, mais tu as des vacances l'hiver? Il m'a dit non, mais j'ai la grippe. Bon, avec la grippe on revient. Bon. Et autre exemple, je connais une jeune fille, employée d'ailleurs dans un établissement d'État, eh bien qui un beau jour, en glissant sur le verglas, s'est cassé un bras. Bon, elle va trouver le médecin, c'était le bras gauche. Le médecin lui a dit, ça va, alors je vous donne vos 3 semaines de congé au bas mot. C'est le tarif, quoi. Elle a dit non, je peux me servir de ma main droite, je travaille. Elle n'a pas été récompensée, elle a eu le même traitement, enfin. Vous voyez la différence de mérite, vous voyez l'égalité de traitement. Alors où va-t-on? Bon, je pourrais vous citer la mainmise de l'État sur nos corps en particulier. L'habeas corpus ayant pratiquement disparu, oui. Une assistance imposée qui tourne en servitude, mais c'est extrêmement amusant, l'assistance imposée, par exemple. Vous savez, il y a, c'est pas une vingtaine d'années, une personne, enfin, pour le mot employé de maison est ridicule, c'était une amie qu'on avait prise, qui d'ailleurs n'était pas très forte, qui nous aidait. Bon, elle était heureuse, elle était là, bon. On a voulu nous la faire incorporer dans la sécurité sociale à l'époque, mais à tout prix. On s'est répondu, mais elle n'y tient pas. Nous sommes capables de l'assurer, nous sommes une petite communauté, une famille qui est une communauté. Nous ne pouvons pas, monsieur, vous êtes contraire au progrès social. Ah, monsieur, dit monsieur, si c'est un progrès social, est-ce que vous considérez ça comme un progrès, comme un bienfait? Il m'a dit, oui, monsieur, c'est un bienfait. Ah, j'ai dit, ça dépend. Si c'est un impôt, nous avons l'habitude. Enfin, un peu plus, un peu moins, ça va. Mais si c'est un bienfait, je lui ai dit, si c'est une conquête sociale, le propre d'un bienfait, c'est qu'on peut le refuser, vous comprenez? Le bienfait obligatoire, ça ne va plus, enfin, quand même. Alors, tout de même...
Il m'a laissé en me disant, monsieur, vous appartenez à une espèce en voie de disparition. Ouais, en voie de disparition, c'est entendu, on est des dinosaures, ça va de soi quand on veut assurer sa vie par son travail. Et voyez le cas des vaccinations obligatoires, enfin, ainsi de suite. Enfin, je n'ai rien contre la vaccination, je n'ai pas de compétences. Ce que je peux dire, c'est que le corps médical est terriblement divisé là-dessus. Et que quand le corps médical est divisé, eh bien, l'État intervenant par voie d'autorité, c'est tout de même un peu fort. Je sais bien, je parlais de ça de semblable un jour dans une conférence, et un monsieur s'est levé et m'a dit au sujet des vaccinations, il m'a dit, monsieur, vous avez bien le droit de vouer vos enfants à la maladie, mais vous n'avez pas le droit, eh bien, de contaminer les enfants des autres. À quoi j'ai répondu, mais monsieur, vous y croyez, ou bien vous n'y croyez pas, vos vaccinations. Si vous y croyez, eh bien, vos enfants vaccinés ne seront pas contaminés par les nôtres. Ou bien, s'ils sont contaminés, pourquoi voulez-vous rendre obligatoire une chose inefficace? Il faut quand même s'entendre, n'est-ce pas? Bien. Enfin, vous avez cette mainmise qui pèse, enfin, dans tous les domaines, dont on ne s'aperçoit pas parce qu'on a pris l'habitude. Sommes-nous libres devant l'école, de plus en plus monopolisée par l'État, surtout quand on la dit libre, hein, ce qui arrive très souvent. Bon, enfin, et ces programmes aberrants, eh bien, conçus par des idéologues ensemble, travaillés par le prurit de changement, enfin, bon, les nouvelles mathématiques. Là aussi, je manque de compétences, ça va de soi. Enfin, je connais un lycée où les professeurs m'ont dit, finalement, ils n'arrivent plus à compter, on en revient, on va revenir aux anciennes mathématiques, les nouvelles mathématiques étant surtout bonnes pour les grands mathématiciens. Bien, alors là, je ne tranche pas le débat. Enfin, on revient aux vieilles méthodes. Bon, hein, je veux bien. Enfin, ça coûtait très cher de faire des manuels. Maintenant, on a une nouvelle grammaire, une grammaire structurale. L'arbre structural, Seigneur, je n'ai rien compris, n'est-ce pas bien? Alors, mon Dieu, pour apprendre que le chat mange la souris, on arrive à l'apprendre, on sait bien que c'est pas la souris qui mange le chat. Alors, un homme qui était partisan de ça me dit, monsieur, on ne peut plus écrire comme Racine. Mais non, on n'écrit plus comme Racine, malheureusement d'ailleurs. Mais enfin, tout grand écrivain, eh bien, depuis François Villon jusqu'à Céline, qui est le dernier de grands écrivains, eh bien, a inventé sa langue, a inventé son style. Il n'a pas eu besoin de nouvelles grammaires, ni de nouvelles mathématiques, ni de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ben, nous ne sommes pas libres là-dessus, oui. Est-ce que nous sommes libres devant une éducation sexuelle bassement matérialiste, enfin, tout de même? Devant les manuels, devant l'enseignement du sexe, enfin. Évidemment, peut-être bien qu'il faut savoir quelque chose, mais je le regrette. S'il s'agit de physiologie, eh bien, ce qu'il faut savoir, on l'apprend dans 5 minutes. On n'a pas besoin de faire des cours, c'est vite fait. Quant au reste, eh bien, l'amour, ça s'apprend pendant toute la vie. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Des forts en thème du sexe, des polars du sexe avec des cancres en amour. Ça ira très bien ensemble. Eh bien, on leur laisse un peu inventer à ces pauvres jeunes quand même. Quelques éléments directeurs, enfin, qui savent de quoi ils retournent, mais on l'a toujours su. Moi, personnellement, à 10 ans, je savais tout. Et personne ne m'en avait parlé, enfin. Ça vient tout seul, mes enfants ont tout su. Tout jeunes, parce qu'on a parlé de ça comme du reste, ni plus ni moins, n'est-ce pas? C'est tout. Ben, ça s'apprend tout seul. Et puis le reste, et puis qu'on leur laisse inventer quelque chose, les pauvres séries, tout de même, enfin, si c'est programmé pour tout le restant de la vie, enfin, c'est triste, bon. Et notez que cette liste de servitudes n'est pas exhaustive, n'est-ce pas? Par contre, alors, nous jouissons d'un bon nombre de libertés qui manquent aux Espagnols, qui manquent pour le moment d'ailleurs. Bon, passons. Bon, liberté d'entretenir et d'envenimer la lutte stérile des classes. Ça, nous l'avons, cette liberté. Liberté d'ébranler l'économie du pays et l'autorité de l'État par des grèves incessantes à fin politique, n'est-ce pas? Sans parler des manifestations qui entravent la liberté des autres, n'est-ce pas? Oui. Liberté pour les étudiants de perturber les cours et d'empêcher leurs camarades de travailler. Liberté pour les gamines de se procurer la pilule pour se livrer aux jeux prématurés du sexe. Et pour les femmes de se faire avorter. Soit dit entre parenthèses, est-ce que la pilule ou l'avortement serait-il moins dangereux pour la santé publique que la non-vaccination? On se pose une question là aussi. Ce serait à débattre entre médecins, ça n'est pas bon. Ah ben, liberté pour les trafiquants du plus bas érotisme de faire déferler jusque dans les plus humbles villages la marée noire des publications et des films pornographiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? La liberté de passer le film Délire de filles en chaleur ou Slips en vadrouille, eh bien, on ne considère pas ça comme une conquête. À la limite, voyez-vous. Vous voyez toutes les licences fleurir sur le tombeau de toutes les vraies libertés. D'un côté, l'oppression, tant qu'il pourrait y avoir de bon, et d'autre part, la corruption. Alors, si c'est là le modèle que nous avons à proposer à l'Espagne, eh bien, je regrette beaucoup, c'est plutôt le mode repoussoir qui convient, n'est-ce pas? Plutôt que le mode modèle. Et évidemment, tout se résume à peu près en ceci. C'est qu'on nous ampute des libertés saines, des libertés fécondes, des libertés créatrices,
des libertés assorties de vraies responsabilités, et on laisse proliférer les licences qui sont des gangrènes de la liberté. Eh bien, ce mélange instable, d'ailleurs, n'a qu'un temps. La corruption est sans défense contre la subversion, puis contre la tyrannie. Et le temps vient fatalement où les licences sont supprimées sans que la liberté soit rétablie pour autant. C'est ça qui est annulé, vous comprenez. Un exemple. Il y a quelques mois, j'écoutais à la radio, ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive quelquefois, j'écoutais une voix largement teintée d'ironie et qui nous apprenait que la victoire des Vietnamiens du Nord sur leurs compatriotes du Sud avait pour ces derniers les trois conséquences suivantes. La première, c'était de sévères restrictions économiques. La société de consommation faisant place à la fève égalitaire de la société de pénurie. La seconde, l'assainissement des mœurs. Élimination des prostituées, interdiction des spectacles licencieux, des modes provocantes, la mini-jupe abolie, ainsi de suite. Troisième, l'installation d'une discipline des reins, populations urbaines transférées à la campagne, et pour tout le monde, obéissance inconditionnelle à un État dont les édits ne souffrent ni infraction, ni même la moindre discussion. Alors le commentateur ajoutait, bref, pauvreté, chasteté, obéissance, ça ne vous rappelle rien? Et si, et ça nous rappelle les travaux monastiques, justement. À cette différence près qu'au lieu d'être librement prononcés par une élite vouée à la perfection évangélique, et vouée librement, n'est-ce pas, ils sont imposés à tous par l'autorité temporelle. Alors c'est tout de même un étrange retour des choses, par lesquelles ces vieilles vertus chrétiennes, n'est-ce pas, exilées par une liberté abusée et abusive, ressuscitent par l'esclavage. Hein, c'est quand même grave. L'esclavage d'ailleurs, tôt ou tard, inévitable, car je le répète, la corruption ne sait pas se défendre. Supposons une situation extrême. Je pose la question. Qui voudrait mourir pour sauver la société de consommation telle qu'elle existe aujourd'hui? Ouais, hein. Qui voudrait mourir entre nous, soit dit, enfin, tenez, c'est honteux, autour de Noël, le Noël gastronomique ayant remplacé le Noël religieux. J'ai lu dans une revue des pages et des pages concernant les goinfreries de fin d'année, concernant les drogues pour donner de l'appétit, les drogues pour pallier les indigestions, un tas de conseils et même pour traverser sans trop de dégâts cette tornade de goinfreries. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, on est tout de même dégoûté. Je vous répète que je suis gourmand, mais enfin, il y a des limites à tout de même. Enfin, quand on en arrive à une telle quantité de sang où la tripe remplace les entrailles, n'est-ce pas, oui. Ou comme disait Bernanos, ils ont le cœur dur et la tripe sensible, n'est-ce pas, ou la tripe avide. Eh bien, ça ne va plus. Même personne ne voudrait mourir pour ça, n'est-ce pas, ni mourir pour la liberté ou pour l'aliénation sexuelle dont nous parlions, n'est-ce pas, non. Oui, ou pour ce climat d'anarchie larvée qui règne dans les rapports sociaux et économiques. Le pourrissement de la liberté, le terrain d'élection de l'esclavage. C'est automatique. Alors, y a-t-il des remèdes? Y a-t-il un moyen, justement, d'arrêter le passage de la tyrannie diffuse, flasque, molle, feutrée de la démocratie actuelle à la tyrannie rigide de l'État totalitaire? Il y en a un seul, et c'est celui qui consiste à retrouver la vraie démocratie, justement, non pas dans le sens d'un faux égalitarisme politique et économique qui produit avec la servitude les pires inégalités, mais dans le sens d'une renaissance sociale et politique, où chacun soit libre à sa place et responsable à sa place. Je dis bien responsable, car toutes les fois qu'on revendique une liberté sans responsabilité, on choisit inconsciemment l'esclavage. Donc, il s'agit de refaire un terrain, un tissu, un organisme, où les libertés existent en fait, et pas seulement en droit. À des libertés limitées, évidemment, par le primat du bien commun, c'est entendu, mais réelles. Alors que la démocratie, telle que nous la vivons, elle nous proclame une liberté indéfinie, mais abstraite, mais fictive, et se résolvant en fait dans l'esclavage. Ce qu'il s'agit de restaurer, c'est un climat politique où chaque élément d'un peuple retrouve son âme et sa dignité. Oui. Refaire une nation, oui. Et corrélativement, car l'un ne va pas sans l'autre, refaire un État, non pas cet État que nous connaissons, mêlé à tout, et se mêlant de tout, étendu à l'extrême en périphérie, n'est-ce pas,
Vous avez l'État assureur, l'État éducateur, l'État médecin, l'État croque-mort, tout ce que vous voudrez, sauf l'État qui gouverne effectivement, n'est-ce pas? Non pas cet État étendu jusqu'à l'extrême périphérie et vacillant à son centre. Ce ne serait mieux le comparer qu'à une pieuvre dont les tentacules peu à peu auraient dévoré la tête. Alors finalement, les tentacules ne servent plus à rien. Mais un État indépendant, protégeant, coordonnant et arbitrant toutes les libertés individuelles, familiales, locales, professionnelles, ainsi de suite. Car le peuple, au fond, il n'est pas bon qu'il ait le droit de gouverner politiquement. D'ailleurs, même s'il en a le droit théoriquement, il ne gouverne jamais en fait. Est-ce qu'on consulte le peuple dans les grandes options? Quand il s'agit de faire une guerre, par exemple, dès qu'il y a un coup dur, d'ailleurs, on met la démocratie en veilleuse. Mais le peuple, il n'a pas le droit de gouverner, mais il a le droit d'être bien gouverné avant tout, vous comprenez? Nous sommes contraints à faire de la politique. Pour moi, ce n'est pas pour mon plaisir, et je n'en fais d'ailleurs pas beaucoup. Si nous avions une bonne politique, nous n'aurions pas à faire de la politique, nous la laisserions aux hommes politiques, n'est-ce pas? Un peuple, il a le droit d'être bien gouverné, comme le malade a le droit d'avoir un bon médecin. Il peut exiger cela du médecin sans compétence médicale. Si tout le monde se mettait à faire de la médecine, où irions-nous, n'est-ce pas? Ce que nous demandons, c'est la compétence du médecin. Comme l'élève a droit à avoir un bon professeur, n'est-ce pas? Eh oui, quand nous aurons une vraie politique, quand nous aurons de vrais hommes politiques, eh bien, au lieu de politiciens et de démagogues, eh nous nous retirerons bien volontiers de l'arène. N'oublions pas la classification de Platon, sa hiérarchie des activités. Au sommet de l'échelle des valeurs, il met l'homme politique. Le politique, il le met au-dessus du sage, au-dessus du philosophe. Et au plus bas degré de l'échelle, bien au-dessous des éléments les plus bas de la société, le démagogue ou flatteur du peuple. Alors vous voyez, la constellation, le politique qui est le plus haut, et le démagogue qui est la caricature du politique, et qui est la chose la plus basse, car la corruption de ce qu'il y a de plus haut, c'est évidemment ce qu'il y a de plus bas. Eh bien, nous avons parlé justement de l'idéologie démocratique, et de ses applications surtout, comme un phénomène d'érosion, de pulvérisation sociale. Eh bien, qu'est-ce qui s'oppose à l'érosion? C'est ce qui relie, c'est ce qui rassemble. C'est ce qui fait de la liberté une dépendance vécue, une dépendance assumée. Car enfin, dans toute liberté, il y a une dépendance. Être libre, c'est pouvoir dépendre de ce qu'on aime, de ce à quoi on est vitalement lié. Une dépendance vécue, une dépendance à l'égard d'un travail, par exemple, d'une fonction, d'un prochain, d'une loi. La liberté d'aimer, elle consacre notre dépendance à l'égard de l'être aimé. Bon. De même, la liberté de penser, eh bien, consacre une dépendance, la dépendance à l'égard de la vérité. Il n'est pas permis de penser n'importe quoi, n'est-ce pas? De même, quand on travaille vraiment, on dépend du métier qu'on aime. Le choix, eh bien, qui se pose, c'est un choix, non pas entre la dépendance et l'indépendance, mais entre une dépendance vivante et une dépendance morte. Or, on nous a coupé beaucoup de dépendances vivantes et on nous a infligé beaucoup de dépendances mortes. Et l'important, voyez-vous, c'est de restituer un climat de liaison, le contraire de l'érosion, c'est-à-dire, nous revenons au sens étymologique du mot religion, étymologie contestée, mais tout de même qui a peut-être sa valeur, eh bien, religion, religio, religare, relier, un climat religieux, n'est-ce pas? Alors, un climat religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'abord la religion au sens strict du mot, c'est-à-dire une communauté d'obéissance à un Dieu et à ses lois. Obéissance intérieure, n'oublions pas, c'est très important, non imposée par un pouvoir temporel. Et du même coup, cette obéissance-là, et aux lois éternelles de l'être et à Dieu qui les résume toutes, c'est le fondement de la liberté. Le vieux Sénèque le disait déjà, parere Deo libertas est. Obéir à Dieu, c'est la liberté. Et d'ailleurs, j'aurais pu montrer, si je veux orienter autrement ma conférence, mais on ne peut pas tout dire, bien que ce n'est pas par hasard que l'idolâtrie de la démocratie a si vite glissé dans l'athéisme, oui, en proclamant la souveraineté du nombre, précisément, comme critère de la vérité et du bien, n'est-ce pas? Et justement, nous venons de le vérifier, à quel point la foi religieuse se décompose et tombe du ciel sur la terre quand le virus démocratique commence à pénétrer dans l'Église. Là, c'est une évidence criarde, oui. On en arrive au mot prodigieux de Bossuet.
Bossuet disant qu'après le péché, l'homme est tombé de Dieu sur lui-même. Le mot est admirable. En tombant sur lui-même, il s'est cassé le nez, n'est-ce pas? Oui. Bien, c'est ça qui est dramatique. Mais la démocratie, c'est l'homme tombé sur lui-même, poussé à sa suprême expression, l'humanité tout entière tombée sur elle-même. Et d'ailleurs, vous comprenez, nous parlions de liberté. Et la liberté, elle ne va pas sans discipline. Elle ne va pas sans discipline intérieure. S'il n'y a pas de discipline intérieure, tôt ou tard, après une phase d'anarchie, il faut imposer du dehors. Le Donoso Cortés, dont je vous parlais à l'instant, le dit très bien. Plus le thermomètre religieux est haut, eh bien, plus le thermomètre politique, c'est-à-dire le thermomètre de la répression, peut se permettre d'être bas, puisque les gens obéissent spontanément à une lieu. Et au contraire, eh bien, plus le thermomètre religieux baisse, plus le thermomètre de la répression extérieure est obligé de monter. Et Donoso Cortés faisait remarquer il y a plus de 100 ans, que dirait-il aujourd'hui? La libertà acabó, la liberté est morte, elle ne ressuscitera pas demain. Et c'est l'évidence même, étant donné que le thermomètre religieux est à zéro. Car à mesure que l'homme ne choisit plus du dedans, par la voie de la conscience éclairée par la foi, ben, quand il ne choisit plus la liberté dans l'ordre, on lui impose du dehors l'ordre sans la liberté. Et c'est pourquoi la religion, indépendamment, évidemment, de son orientation spirituelle, indépendamment du fait qu'elle nous fait vivre dans la dimension divine, ce qui est son bienfait essentiel, elle a une valeur politique par surcroît. Elle a d'abord une valeur divine qui consiste à nous diviniser, pour commencer, à nous rendre non pas semblables à Dieu, à faire beaucoup mieux, à nous faire vivre de la vie de Dieu. Mais ça, mis à part, elle est en plus un facteur capital de stabilité sociale, ne l'oublions pas, que les tyrans en aient abusé de tous les temps. Quand Napoléon a dit il faut une religion au peuple, il faut que cette religion soit dans la main de l'État, eh bien, c'est trop bien ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Mais il reste que le facteur religieux est un facteur de stabilité sociale. C'est un fait, n'est-ce pas? Et il y a une part de vérité dans la formule de Marx, la religion opium du peuple, eh bien, dans la manière dont les tyrans peuvent se servir de la religion. Mais Simone de Weil retournait la formule de Marx en disant que c'est la révolution, eh bien, qui est l'opium du peuple. Car en dernière analyse, n'est-ce pas la foi que les tyrans modernes demandent au peuple? Oui, enfin, tout de même. Oui, ils demandent la foi, ils ne demandent pas la vérification. Le marxisme, eh bien, se présente comme une science, mais en fait de science, c'est plutôt faible, n'est-ce pas? Et c'est surtout une foi, et c'est une religion. Seulement l'ennuyeux, quand il se présente comme une science, c'est une science sans preuve, c'est-à-dire ce n'est pas une science, puisqu'ils ont une vision de l'humanité qui va de l'aurore à la fin des temps, ce qui n'est nullement prouvé scientifiquement. Et quand il se présente comme une foi, eh bien c'est une foi sans transcendance, sans caution divine, car enfin Marx et Lénine sont tout de même des hommes, et les croire inconditionnellement, c'est tout de même abusif. Alors d'un côté, vous avez une science sans preuve, et de l'autre côté, vous avez une religion sans mystère, ce qui ne les empêche pas de faire appel à la foi, et pas simplement les marxistes, mais enfin tous les gens, eh bien, tous les tyrans. Et il douce a sempre ragione, on disait en Italie, Hitler c'était l'infaillible, Staline était le guide des peuples. Alors voyez-vous, bon, religion. Et puis religion, non pas seulement au sens strict du mot, c'est-à-dire confession religieuse, mais religion au sens large. Tout ce qui relie vitalement les hommes entre eux, la famille d'abord, l'entreprise, le terroir, la tradition, les responsabilités. Je reviens sur le mot responsabilité. Responsable, être responsable, c'est être relié, oui. Or, dans le régime de l'anonymat, on est de moins en moins responsable. L'étymologie du mot responsable, du moins l'étymologie que donne l'excellent philologue Littré, c'est res sponsus, fiancé à la chose, marié à la chose. Eh bien, marié, c'est être lié. Eh bien, la responsabilité est un lien. C'est justement cette projection du sacré sur le profane qui vivifie la société. Vous me direz, est-ce que cette orientation va une restauration d'une société authentique, d'un État authentique, d'une société où chacun sera à sa place, enfin, vous comprenez, je brosse la société idéale, où chacun, eh bien, sera plus à sa place qu'aujourd'hui, rien ne sera jamais parfait, la politique, c'est le moindre mal, d'une société où l'État sera également à sa place, est-ce que c'est possible? On nous dira que le monde semble aller en sens contraire, c'est-à-dire vers la socialisation, le totalitarisme, ainsi de suite. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'histoire, quoi qu'on en dise depuis 200 ans, depuis M. le marquis de Condorcet qui a inventé le mythe du progrès, n'est-ce pas? L'histoire n'est pas linéaire. Elle ne va pas indéfiniment dans le même sens. Ce n'est jamais arrivé.
L'histoire nous prouve que l'histoire est cyclique, n'est-ce pas? Cyclique non pas dans le sens qu'elle ramènerait exactement les mêmes choses comme dans l'éternel retour de Nietzsche, elle est cyclique dans le sens qu'elle ramène non pas l'identique, certes, elle ramène le semblable, sous des formes parfois très différentes. C'est déjà vrai dans la nature. Aucun printemps n'est le décalque du printemps précédent. Aucun hiver, aucun été. N'empêche qu'il y a des similitudes. Dans tous les printemps, les feuilles poussent, le temps est plus chaud, ainsi de suite. Bon. Eh bien, voyez-vous, la nature est encyclique, l'histoire est encyclique. Supposez un homme, eh bien, qui marcherait droit devant lui. Supposez, bien entendu, qu'il n'y ait pas de mer. Eh bien, cet homme, on aurait l'impression qu'il s'éloignerait de plus en plus de son point de départ, ce qui est une évidence. Mais quand il aura parcouru la moitié du globe terrestre, il commencera à s'en rapprocher de son point de départ, n'est-ce pas, hein? De telle sorte, eh bien, que dans cette conception cyclique de l'histoire, l'attardé d'hier devient le précurseur d'aujourd'hui. C'est très significatif quand on lit certains textes, car c'est à l'heure où le flux dure depuis le plus longtemps et va en s'accélérant souvent que débute le reflux, ne l'oublions pas. Et les signes se refluent. Les signes de ce reflux, nous les voyons déjà, et ils sont souvent troubles, ils sont souvent incertains, souvent mêlés d'illusions, de négativisme, d'extrémisme, tout ce que vous voudrez, rien n'est parfaitement pur ici-bas, mais ils sont réels tout de même. Je le vois, c'est les jeunes en particulier. C'est les jeunes même qui vont politiquement, qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, vous voyez, c'est assez bizarre. Mais une sorte de mouvement, très mêlé, mais enfin un mouvement de retour vers la nature, vers les petites communautés, vers les responsabilités, vers le lien humain, oui. Une soif de spiritualité également, une attitude critique vis-à-vis de la civilisation au sens unique, vis-à-vis de la technocratie, de la bureaucratie, que sais-je encore. Tout cela se répète très mêlé, mais déjà promesse d'un renouveau, peut-être à travers des catastrophes, hélas. L'essentiel, ce serait de pouvoir les éviter, les catastrophes. Enfin, on verra bien. Mais l'annonce d'un renouveau. Et c'est là le sens du vers d'Horace, je crois qu'il est d'Horace, multaiam renascentur que secidere, beaucoup de choses renaîtront qu'on a cru mortes, et qui ont semblé mortes, oui, oui. Et la vraie révolution, c'est au fond l'histoire qui tourne sur elle-même. On en a déjà des symptômes partout. Je lisais dans la presse un article de Jean Dutour. Jean Dutour parle du retour de la monarchie en Espagne. Alors il dit, ma foi, les Espagnols ont évité une crise politique. Ils ont un roi qui succède sans agitation à Franco. Par hasard, il dit, est-ce que la monarchie ne serait pas une idée neuve? Ah mais c'est curieux tout de même, enfin. Ben oui, une idée neuve, c'est-à-dire la Terre a fait, on a tourné en sens contraire, on a épuisé les possibilités concrètes et quelles possibilités négatives, et alors on y revient, en vertu de ce même mouvement. Pour ma chétive personne, on me l'a dit quelques fois, vos idées il y a 30 ans paraissaient complètement dépassées, maintenant ça a des airs de prévoir ce qui va arriver, mais c'est évident, la roue tourne, que voulez-vous? Alors voyez-vous tout cela, démocratie, socialisme, civilisation du superflu, que sais-je encore, ou civilisation de l'austérité, qui est la civilisation du superflu à l'envers, quand on a détruit, eh bien, le superflu par la compression et par la pagaille. Tout cela fait son temps, tout cela est déjà derrière nous, et cela, quelles que soient les épreuves qui nous attendent, qui à mon avis seront sévères. Tout de même, il y a cela qui doit nous consoler, c'est que on voyait en nous des nostalgiques, d'un couchant jamais révolu. Et voici que la nuit étant déjà très avancée, n'oublions pas, qui donc a dit que l'aurore commence à minuit? Il se trouve que nous sommes indubitablement les témoins d'une aurore.